Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. La Guinée célèbre pour la première fois les symboles de l'État. L'objectif est de faire connaître les emblèmes de notre pays et autres symboles de l'indépendance, sensibiliser aussi les populations sur leur importance et utilisation. À Kankan, un laboratoire dédié à l'analyse de l'or et autres métaux de base est désormais disponible et opérationnel. Il appuie les efforts des acteurs et renforce la transparence dans la filière. Dans le cadre de la formation à Dinguiraye, un centre allie spiritualité et compétences modernes. La formation porte sur le Coran et l'informatique, chose qui suscite une adhésion totale dans la localité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La coopération technique et l'amélioration des performances institutionnelles au cœur de l'agenda gouvernemental. Ce lundi, le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, a reçu successivement une délégation de la China Productivity Association et la Synergie GMD de Dakar. Deux rencontres, deux registres différents, mais un même objectif, renforcer la gouvernance et maintenir le dialogue avec les forces vives de la nation. Reportage Ousmane Bangoura. À la primature, la journée débute par une audience consacrée à la coopération technique et à la modernisation administrative. Le Premier ministre reçoit la China Productivity Association, une organisation spécialisée dans l'amélioration de la productivité, la planification stratégique et l'accompagnement des acteurs publics et privés. La délégation, conduite par son secrétaire général, est venue partager son expertise et explorer les pistes de collaboration avec la Guinée. Nous comptons vraiment apporter d'abord dans l'urbanisme, vraiment dans l'urbanisme de la ville de Conakry, de la capitale, mais aussi dans les domaines agricoles, miniers, la pêche, etc. La Guinée et la Chine, c'est une longue histoire. Et à partir de maintenant, nous allons mettre des équipes, voir vraiment, après les élections, qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter à la Guinée. Au nom du président de la République, le Premier ministre salue le parcours de la Chine et ses réformes structurelles qui ont permis de bâtir un modèle de développement solide. Journée chargée à la primature, quelques heures après l'audience technique, place à la mobilisation citoyenne. Dans le cadre de ces échanges réguliers avec les mouvements de soutien, le chef du gouvernement, Amadou Riba, reçoit la Synergie Génération pour la modernité et le développement, GMD de Dakar. Le coordinateur de la Synergie est venu présenter la vision du mouvement, ses motivations et ses actions déjà menées sur le terrain. Après un long travail de mobilisation, de sensibilisation de la diaspora guinéenne qui se trouve au Sénégal, on a pu trouver un consensus avec les organisateurs de Conakry pour se retrouver dans un lieu qu'on avait choisi au Grand Théâtre pour montrer au président qu'on est avec lui. C'était par rapport au référendum du 21 septembre. Ce qui s'est bien passé parce qu'on avait dépassé les attentes au niveau des résultats. Après ça, j'ai jugé nécessaire de venir rencontrer le PM pour lui faire le compte rendu et lui faire comprendre qu'on est encore là et prêt et présent pour la campagne présidentielle. Le Premier ministre salue une démarche responsable et conforme aux exigences de maturité politique. Il rappelle que toute mobilisation citoyenne doit s'inscrire dans la cohésion sociale, la paix et l'intérêt supérieur de la nation. Avant de prendre congé de la délégation, Amadou Riba réaffirme sa volonté de maintenir un cadre d'échange ouvert avec tous les mouvements engagés en vue d'un résultat positif après le scrutin.
La BIGUP, officiellement lancée le 7 novembre à Conakry sous la haute présidence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. La Biennale de Guinée a pris fin ce week-end. L'événement s'est clôturé en apothéose sur l'esplanade du Palais du Peuple avec un concert géant réunissant une constellation d'artistes venus de Guinée, de la sous-région et d'autres horizons. Compte rendu Omar Bari. Officiellement lancé le 7 novembre 2025 à Conakry, sous la haute présidence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur du cabinet de la présidence, Djiba Diakité, la Biennale de Guinée a pris fin ce week-end. L'événement s'est clôturé en apothéose sur l'esplanade du Palais du Peuple avec un concert géant réunissant une constellation d'artistes venus de Guinée, de la sous-région et d'autres horizons. Pendant plusieurs jours, la capitale guinéenne s'est transformée en véritable sanctuaire de création, vibrant au rythme des arts plastiques, de la musique et de la danse, du théâtre et de la mode. Cette première édition de la BIGUP a mis en lumière la vitalité de la scène artistique guinéenne ainsi que la diversité culturelle africaine, confirmant ainsi la richesse de ce patrimoine partagé. La Biennale a rassemblé des milliers d'artistes, leur offrant une plateforme pour célébrer l'identité guinéenne et africaine sous toutes ses formes. Entre carnaval, exposition et forum, entre autres, Conakry a vécu au tempo d'une effervescence culturelle inédite. L'événement s'inscrit pleinement dans la vision du président Mamadi Doumbouya, Simandou 2040, notamment dans son deuxième pilier consacré à l'éducation et à la culture. Pour Ablaye Mbaye, coordinateur général de la BIGUP, le pari est pleinement réussi. Ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, c'est que la Biennale de Guinée est placée sous le haut patronage du président de la République, Mamadi Doumbouya. La Biennale de Guinée est désormais inscrite dans le programme, le méga programme Simandou 2040 sous le pilier éducation et culture dans le volet branding Guinée. Pour moi, cet événement est une grande réussite. C'est vrai que c'était titanesque, le défi il était immense, mais on a pu véritablement impacter et la population et les artistes et beaucoup d'autres milieux entrepreneuriaux de ce pays. Donc c'est une très grande réussite cet événement. On a fait le carnaval de Conakry à Matam où on avait 5000 artistes, donc des artistes qui n'ont pas presté dans les ballets peut-être il y a 5-10 ans, ils étaient tous là, donc c'était une énorme réussite dans ce sens. C'est une énorme réussite parce qu'on a réussi à faire le Forca, qui est aujourd'hui notre plus grande fierté, donc le Forum africain de la culture, où on a pu discuter de la Biennale de long en large et de tous ces axes, donc l'axe culturel, l'axe technologique, l'axe éducation, business et investissement, donc tout ce qui est entrepreneurial, mais aussi on parle de bien-être parce que le résultat final c'est de pouvoir impacter les populations. Ce qu'on peut retenir du Forca, c'est qu'on a eu près de 200 professionnels qui étaient en Guinée de tous bords, qui sont venus partager leurs expériences, parler de l'écosystème des industries culturelles et créatives dans leur globalité et proposer des vraies solutions pour les gens ici. L'objectif étant de mieux encadrer les métiers des ICC pour que ça puisse servir véritablement aux acteurs qui travaillent dans le secteur. Et la vision claire derrière cet événement est qu'il faut mettre la Guinée en avant. C'est la Guinée qui accueille le monde, c'est la Guinée qui reçoit le monde. C'est d'ailleurs là où je salue le leadership fort de M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions impacter au niveau où on l'a fait dans cette biennale. Donc rendez-vous à l'année prochaine pour l'interbiennale, mais rendez-vous surtout dans 2 ans pour la Biennale de Guinée qui reviendra en force. La présence d'invités internationaux dont le Rwanda ainsi que de nombreux ambassadeurs et délégations étrangères
a renforcé le caractère universel de cet événement. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, salue cet esprit d'ouverture, soulignant que cette biennale confirme la vocation de la Guinée à devenir un carrefour majeur du dialogue interculturel sur le continent. La Guinée vient d'organiser sa toute première édition de la Biennale de Guinée, Biegip, qui est une initiative portée par le promoteur culturel Ablaye Mbaye, mais qui s'inscrit dans la vision du président de la République, le branding national, reposant sur 3 piliers essentiels, les investissements, la culture et le tourisme. Et cette initiative a été, du point de vue opérationnel, mise en œuvre par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Donc c'est un travail d'équipe qui a permis d'offrir aux Guinéens, je dirais, l'un des plus beaux moments de ces 10 dernières années en termes de spectacles, en termes de festivals. Et tout cela s'inscrit dans une stratégie qui a été bien pensée avec le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République pour que cela puisse répondre à un objectif clair. La Guinée ambitionne d'être une économie de destination dans les prochaines années, mais également une économie de ressources. Comme quoi le pays ne compte pas, parce que déjà des réformes dans ce sens ont commencé, sur les dividendes qui seront générés par le secteur minier. Mais aujourd'hui, le président de la République a mis la culture à un niveau assez important. Je dirais que ça fait partie de ses axes stratégiques, puisque la culture, c'est le deuxième pilier de sa vision de développement alignée sur les 15 prochaines années, Simando 2040. Et dans cette composante, vous avez les industries culturelles et créatives qui sont un grand carrefour, qui génèrent aujourd'hui des milliards de dollars dans le monde et qui sont aujourd'hui capables de créer également beaucoup d'emplois pour nos jeunes. Et on l'a vu avec la Biennale de Guinée. C'est à Ablaye Mbaye qu'on a vu, mais il y avait des entrepreneurs culturels qui ont travaillé main dans la main avec lui pour que sur le plan technique tout se déroule bien. Mais vous aviez également des ingénieurs de son qui ont travaillé, vous aviez des régisseurs, des spécialistes en lumière, vous avez des bodyguards, donc la sécurité civile qui a travaillé, sans compter tous ceux qui sont dans le maquillage, qui sont dans les préparations en termes de production, de réalisation. Donc les ICC, quand on investit dedans, on crée un carrefour de partage de responsabilité, mais également de partage de richesse. Et le président de la République a vu cette importance. Il a compris que ça peut être un levier de développement inclusif qui tient compte de nos besoins, mais qui permet également à la Guinée de diversifier ses sources d'économie. Et aujourd'hui, nous saluons le travail remarquable qui a été fait par tous les promoteurs culturels qui ont travaillé avec Ablaye Mbaye. Nous saluons également la vision du président de la République. Le branding national, c'est cela. La Guinée envoie un signal fort au monde entier pour dire qu'elle est consciente de ses responsabilités et qu'elle entend bien jouer son rôle dans le concert des nations. Le ministre directeur de cabinet de la présidence est l'artisan aussi derrière cette première édition qui nous a accompagnés par son expérience sur des questions assez techniques et stratégiques. Et tout cela nous a permis, avec le promoteur culturel, de mettre en œuvre sur le terrain la vision du chef de l'État. En refermant ses portes, la Biennale de Guinée laisse derrière elle un pays marqué par l'effervescence, de nouvelles collaborations et des émotions partagées. Elle réaffirme la nécessité de soutenir la création artistique et de faire rayonner la culture guinéenne sur la scène internationale, comme le veut d'ailleurs le président de la République, Mamadi Doumbouya. Merci au président de la République, Mamadi Doumbouya. Merci à toutes ces personnes qui sont avec lui. Donc, M. Djimé Diakité et toutes les personnes qui ont cru à ce projet. C'est le début, c'est pas la fin. Tout le monde. Encore. C'est ça. 1, 2, tout le monde. C'est ça, c'est ça.
On tient ensemble. Tout le monde. Là. Justice avec le lancement ce lundi à Conakry des journées des Sceaux. Pour la première fois, les symboles de l'État sont célébrés dans notre pays. Cette initiative du ministère de la Justice se tient sous la présidence du chef de l'État Mamadi Doumbouya. L'objectif est de faire connaître le drapeau, l'hymne national, les armoiries et autres symboles de notre indépendance. À terme, il sera question de sensibiliser sur leur importance et utilisation. Compte rendu, Tcherno Younoussaba. Les journées des Sceaux s'ouvrent par la formation de ces cadres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'exercice vise à améliorer la connaissance de ses participants sur l'importance et le caractère sacré des symboles qui incarnent l'identité nationale et les valeurs de la République. Ils seront amenés à sensibiliser à travers des panels sur l'importance et l'utilisation des symboles. Force est de constater de nos jours une utilisation désordonnée et même quelquefois frauduleuse de ces symboles dans notre pays. Cette situation s'explique par les difficultés de compréhension de ces symboles, l'absence ou l'insuffisance des règles de gestion qui a pour conséquence le laisser-aller dans leur fabrication, leur reproduction et même leur utilisation. Le président de la République, à travers son gouvernement, aspirant à la refondation de l'État et à la rectification institutionnelle, a placé les réformes de l'administration publique comme axe prioritaire de sa gouvernance. Les journées nationales dédiées à la célébration des symboles de notre État avec pour thème la place et le rôle des armoiries et le sceau de l'État dans l'administration publique visent à informer, sensibiliser l'administration et nos concitoyens sur leur utilité et leurs valeurs qu'ils portent en termes d'identité, de souveraineté et de cohésion nationale. Le drapeau, l'hymne national, la devise, les armoiries et le sceau symbolisent notre souveraineté. En dépit de leur importance dans le vivre ensemble, l'utilisation des symboles reste méconnue par de nombreux citoyens. L'objectif de cet atelier est de permettre à nos cadres de s'approprier de l'histoire, la signification, la réglementation de ces symboles, mais aussi leur essence, leur portée et leur indurabilité. Dans le cadre de ces journées, une série de sensibilisations sera organisée à travers le pays en vue du respect et la réglementation des symboles qui constituent notre patrimoine national. Justice encore, dès après sa prise de fonction, le nouveau procureur de Bokeh a jugé nécessaire de rencontrer toutes les sensibilités et les officiers de la police judiciaire. Objectif, tendre la main aux uns et aux autres pour la réussite de sa mission, mais aussi rappeler le rôle que chacun doit jouer pour éradiquer certains phénomènes comme le grand banditisme et les conflits domaniaux. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. Officiers de police judiciaire, magistrats, autorités communales, préfectorales, religieuses et régionales à l'écoute du nouveau procureur de Bokeh. Ici, Ahmad passe le message de paix et de concorde sociale qui constitue son credo pour mener à bien sa mission dans le Kakandé. Il a profité de cette rencontre pour rappeler le rôle que chaque citoyen doit jouer dans la promotion de la paix, tout en expliquant aux officiers de police judiciaire le processus d'élaboration des procès-verbaux. Chaque fois qu'un problème éclate, il n'est pas dit qu'il faut recourir à la loi. Si nos traditions, nos valeurs, nos coutumes, nos jus peuvent nous permettre de surmonter certaines difficultés d'ordre juridique, moi j'en fais usage. La deuxième précision, aucun procès verbal ne sera dressé par un gendarme ou un policier qui n'est pas titulaire d'une décision d'habilitation signée par M. le procureur général.
Ensuite, l'honneur revient au procureur général près la cour d'appel de Conakry et le gouverneur de la région administrative de Boké de préciser. Votre rôle est donc central dans la construction d'un État fort, un État juste, d'une société pacifiée et d'une justice respectable. Vous êtes appelé à être le garant de la paix sociale à Boké, le bouclier de la République et le gardien du droit. Nous ferons en sorte que ce climat de bonne collaboration, ce climat de cohésion sociale et de l'unité nationale déjà cultivé qui existe aujourd'hui, qu'on persiste dessus pour le bonheur de notre nation. Les prochains jours, le nouveau procureur de Boké compte sillonner toutes les préfectures de sa juridiction pour échanger avec les autres magistrats et officiers de police judiciaire pour leur expliquer sa feuille de route. Pour répondre aux défis croissants de l'urbanisation en Guinée, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat vient de lancer une analyse approfondie des tests régissant l'aménagement, la construction et l'habitat. Le document élaboré par un comité d'experts est présenté aux autorités. Cette démarche vise à moderniser le cadre juridique et à renforcer la gestion du foncier face aux enjeux actuels. Reportage Mohamed Chérif Kamara. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire travaille à assainir le secteur frappé par l'anarchie depuis des décennies. Autour de cette table, le rapport diagnostic des tests de loi encadrant l'urbanisme, la construction et l'habitation en Guinée est présenté. Cette rencontre a réuni experts, cadres techniques, juristes et partenaires institutionnels pour examiner en profondeur l'ensemble du dispositif légal régissant la gestion du foncier et le développement urbain. Ça ouvre déjà les chemins vers une révision concertée et appropriée des différents codes pour permettre au ministère vraiment de réglementer tous les actes concernant les domaines de l'aménagement du territoire, de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme dans notre pays. Ce diagnostic constitue une étape clé dans la refondation du secteur. Les conclusions permettront de réviser, harmoniser et moderniser les tests afin de mieux répondre aux défis actuels. Le diagnostic de ces textes nous ont permis d'identifier assez d'incohérences entre les textes et des superpositions de dispositions. Et nous avons, avec l'équipe d'experts, organisé cet atelier aujourd'hui pour partager avec l'ensemble des praticiens du secteur du foncier, de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme, les conclusions de ce rapport diagnostic, afin qu'ils puissent aussi se prononcer là-dessus, avant d'aller vers l'étape suivante qui consiste à élaborer des textes de loi qui prennent en compte les recommandations du diagnostic, mais également des textes de loi qui prennent en compte les réalités de développement socio-économique de l'autre pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Les recommandations issues de cette rencontre serviront de base à l'élaboration d'un cadre légal plus cohérent, plus accessible et mieux aligné sur les priorités nationales en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction. La bonne gestion des finances publiques préoccupe le département de l'économie et des finances. Comptables principaux et régionaux étaient récemment en conclave pour harmoniser les idées. Objectif, finaliser les écritures et clôturer les exercices 2022, 2023 et 2024 sur les systèmes comptables intégrés de l'État. Le point avec Mamadi Gassama. 3 semaines leur ont permis de finaliser les écritures et la clôture des exercices 2022, 2023 et 2024 sur les systèmes comptables intégrés de l'État. Tous les comptables doivent opérer dans un seul univers sécurisé. Et donc, il n'y a pas de système parallèle à tenir les obligations, j'allais dire professionnelles, auxquelles tous ces comptables sont soumis. Et l'idée étant de produire les statistiques en temps réel, de produire les comptes de gestion qui doivent aller au niveau de la Cour des comptes en temps réel, produire les lois de règlement en temps réel qui doivent aller à l'Assemblée pour constater les écarts d'exécution de la loi de finances initiale et rectificative. L'objectif est de permettre aux comptables principaux et régionaux de quitter l'approche traitement manuel Excel des données collectées pour la saisie numérique et l'intégration dans la plateforme SI, dorénavant exigée à tous les comptables publics. Le SI, c'est un système central.
auquel va être connecté l'ensemble des autres modules. On a aujourd'hui la chaîne de dépenses qui est connectée aussi. On va avoir les SAFIG avec les impôts qui va être connecté. On a Sidonia et ça va dans tous les déconcentrés, tous les TR régionaux, préfectoraux qui seront connectés. Et derrière, en fait, dans ce système-là, il y a pas mal de connexions à faire, il y a pas mal de challenges à relever. Et l'objectif de ce clôture, en fait, c'était de faire la clôture de l'ensemble des postes comptables de la Guinée, que ce soit les centraux que les déconcentrés au niveau régional et préfectoral. À travers cette migration, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique entend qualifier davantage ces services centraux et déconcentrés avec pour ambition l'assainissement des finances publiques. Gestion financière toujours avec le renforcement des capacités du conseil d'administration, de la direction générale et des agents de terrain de l'Office guinéen du bois en matière de gestion et de gouvernance financière. L'OGIB entend améliorer de façon substantielle ses recettes et lutter ainsi contre toute forme de fraude dans le secteur du bois en Guinée. Plus de détails dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Dans la dynamique du renforcement de la transparence et de la sécurisation des taxes et redevances forestières, l'Office guinéen du bois mobilise ses cadres et agents de terrain. Ici, ils renforcent leurs compétences dans des domaines comme la gouvernance financière. Le développement des modules liés à la gouvernance, à l'exécution budgétaire, financière et comptable, au contrôle et audit interne devrait permettre aux cadres de l'OGIB d'être suffisamment outillés sur les rôles, responsabilités et limites de responsabilité dans l'exécution des subventions qui leur sont accordées. Après les séances de formation, nous sommes très contents de cette formation parce que ça a permis à chacun de savoir quelles sont ses attributions et quelles sont ses limites. Et cela est extrêmement important pour une bonne gouvernance des établissements publics et ici de l'Office guinéen du bois. Avec les nouvelles connaissances acquises, l'OGIB entend ainsi favoriser un secteur bois plus organisé au service d'un développement durable. C'est pour permettre aux participants de renforcer leurs capacités en gestion budgétaire et l'amélioration de la performance financière des agents de l'Office guinéen du bois OGIB. Cela va apporter l'amélioration de la gestion financière de nos agents au sein de notre direction. Déjà engagé dans une profonde restructuration de ses services, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, l'Office guinéen du bois se veut exemplaire dans l'organisation et la gestion de l'exploitation des ressources naturelles. Dans l'actualité encore à Kankan, pour la première fois, un laboratoire entièrement dédié aux analyses de l'or et des métaux de base entre en service. Une infrastructure de pointe qui met fin aux longues dépendances techniques, mais qui renforce aussi la transparence dans la filière et ouvre la voie à une meilleure valorisation des ressources locales. Moussa Komara, explication. Une visite officielle pour marquer une étape décisive. La mise en service du tout premier laboratoire régional d'analyse de l'or et des métaux de base à Kankan. Symbole d'innovation et de souveraineté scientifique, cette infrastructure vient concrétiser la volonté du ministère des Mines et de la Géologie de maîtriser la chaîne de valeur aurifère de la prospection à la certification. Il y a la possibilité d'avoir une structure technique de proximité capable de répondre à leurs besoins analytiques en partenariat avec un cabinet reconnu à l'international. Il y aura une augmentation de leur productivité. Il y aura une réduction de l'envoi des échantillons à l'étranger pour la détermination des caractéristiques mais aussi de la qualité des ressources minières. Avec cette infrastructure de pointe, Kankan devient le nouveau berceau de l'innovation géologique. Elle permettra à l'État d'avoir un contrôle sur ses exportations minières et d'augmenter ses recettes. Mieux, les chercheurs de l'université de Kankan pourraient approfondir ici leurs richesses. Nous autres, en tant qu'enseignants à l'université, nous serons très fréquemment dans ce lieu pour des analyses, pour caractériser des échantillons, en vue de publier des résultats sur les matériaux locaux de la Guinée. Ce laboratoire d'analyse de l'or et des métaux de base
dispose 16 équipes de pointe, tous installés et opérationnels. Ce sont des équipements de très haute technologie. Ils n'ont pas cette habitude de travailler avec. Donc nous allons continuer à les accompagner, à les supporter pour faire la maîtrise des équipements et permettre à l'utilisateur, aux techniciens du laboratoire de pouvoir vraiment être autonome dans l'utilisation des différents équipements. Avec ce laboratoire performant, la Guinée réaffirme sa volonté de transformer localement ses richesses et de valoriser son potentiel minier par la science. Partenariat Guinée-UNICEF, l'institution joue un rôle majeur dans la promotion des droits des enfants. C'est ce qui ressort de la revue de ses activités tenues récemment à Conakry. Reportage Mamadou Saliouba, Youssouf Kamara. Partenaire stratégique de la Guinée, l'UNICEF accompagne le gouvernement depuis des années dans la promotion des droits des enfants. Pour évaluer l'impact de ses actions sur le terrain, l'institution passe en revue ses interventions dans le pays. C'est vraiment constater tout ce qui a été fait au niveau des différentes régions, parce qu'il y a des comités techniques régionaux présidés par les gouverneurs. Nous venons en appui et à la suite des missions, nous regardons un peu tous les indicateurs aussi, c'est-à-dire on regarde la cible, on regarde les réalisations, on voit qu'est-ce qu'il y a comme gap pour nous permettre d'améliorer le cadre global de coopération qu'on appelle UNSDCF 2024-2028. On a beaucoup d'acquis qu'on a réalisés avec le gouvernement, donc je salue vraiment les efforts de chaque ministère partenaire et bien sûr notamment le ministère du Plan et de la Coopération. Nous avons eu des acquis, des résultats très importants pour les enfants en Guinée. De la santé à l'éducation, en passant par la lutte contre les violences basées sur le genre, l'UNICEF intervient à tous les niveaux pour la santé et le bien-être des tout-petits. Le programme de coopération entre l'UNICEF et la République guinéenne n'est pas un programme parallèle. Il est l'un des leviers stratégiques, un partenaire incontournable. Les conclusions des revues régionales doivent donc être analysées à cette œuvre. Dans un premier temps, comment nos interventions conjointes en santé et nutrition, en eau potable, en assainissement, construisent-elles le capital sanitaire qui permettra à la future génération de contribuer activement au projet Simandou. Au terme des débats riches, cette rencontre stratégique a abouti à des recommandations dans le sens de réajuster par endroits les actions de l'UNICEF sur le terrain au bénéfice des enfants guinéens sur l'ensemble du territoire national. Comme on parle des enfants, la question de famille d'accueil au cœur d'un conclave à Cancan, c'est le rendez-vous de tous les acteurs concernés, ceci pour redéfinir des nouveaux critères pour le bien-être des enfants démunis. L'événement est organisé par SOS Village d'enfants pour permettre à tous les enfants issus des zones défavorisées de retrouver le bonheur. Le point avec Toumani Siradialo, Yamokaba. La sécurité et le réconfort des enfants dans les familles d'accueil remobilisent les acteurs à Cancan. C'est le rendez-vous des membres des comités d'admission et d'approbation pour réactiver une nouvelle feuille de route. Il s'agit de mettre en œuvre de nouveaux critères de manière transparente pour le bien-être et l'intérêt des enfants issus de milieux défavorisés. Dans le cadre de notre objectif plutôt stratégie pays, qui s'étale sur 2025 à 2027, nous avons pour mission de diversifier les options de prise en charge alternatives. Et c'est dans ce cadre que nous envisageons d'aller dans les options avec l'option famille d'accueil. Et pour cela, il faut un comité composé de 8 membres dans chaque préfecture. Elle permettra aux différents membres qui constituent le comité d'admission et d'approbation de mieux cerner leur rôle, de mieux disposer des compétences dans le cadre des critères des familles d'accueil, dans le cadre de la sélection aussi de ces familles d'accueil, mais aussi dans le cadre de la remontée des données. L'arsenal juridique domine le contenu du renforcement des aptitudes pour lutter contre les pratiques néfastes. L'esprit du Code de l'enfant est revisité pour assurer la prise en charge des laissés pour compte. Nous avons constaté que
la pratique est beaucoup plus en avance relativement aux questions des familles d'accueil que le code de l'enfant. D'où la nécessité de réviser le code de l'enfant tout en mettant en compte ces aspects relatifs aux familles d'accueil. Nous allons nous mettre à la tâche afin de faire une très bonne identification pour qu'on puisse avoir de bons résultats dans le cadre ici des familles d'accueil. Avec pour slogan la chaleur d'un foyer pour chaque enfant, l'expérience de SOS Village d'enfants est partagée pour inciter d'autres familles d'accueil à offrir gîtes et couverts et l'assurance d'une relation affective et éducative durable aux enfants démunis. Face au taux encore élevé du VIH-Sida dans notre pays, le comité exécutif de lutte contre le VIH-Sida multiplie les initiatives de riposte. C'est dans cette optique que des points focaux ont été identifiés dans plusieurs départements. Pour les rendre plus dynamiques, une formation est organisée à leur intention. L'initiative vise à renforcer leur capacité opérationnelle en matière de communication et de modernisation des ressources financières. Reportage à Diatoubari. Dans la préfecture de Kindia, une rencontre de haut niveau réunit les cadres de la pharmacie centrale de Guinée et ceux du conseil d'administration. Les échanges portent sur le plan d'action opérationnel de l'exercice 2026. Dans le document, 4 objectifs stratégiques sont définis. À travers des activités identifiées dans chaque objectif, la liste des défis est dressée. Des défis liés à la chaîne de production, d'approvisionnement, de stockage et de distribution des produits de santé. Nous avons passé en revue les activités donc essentielles en 2026. C'est pour vous dire que c'est un PAO qui se veut réaliste, c'est un PAO qui se veut inclusif parce que le PAO de 2026 va permettre encore à la PCG de rehausser ce niveau de stock par rapport à la couverture nationale. Instaurer un cadre d'échange technique et stratégique entre la direction générale, services techniques et opérationnels afin de soutenir une synergie durable autour des performances de la PCG-SA. Ce plan d'action opérationnel de 2026, validé et fixé à un budget prévisionnel de plus de 400 milliards de francs guinéens. Des manuels de procédures normatives pour la bonne gouvernance de la centrale pharmaceutique sont révisés et vulgarisés auprès du personnel. C'était déjà de faire entrer de façon très formelle et très organisée la fonction audit interne à la PCG. Deuxième nouveauté que nous avons apportée, c'est au niveau des ressources humaines. C'était de pouvoir doter la PCG de tous les outils modernes pour gérer efficacement les ressources humaines. C'est de doter la PCG-SA d'un budget opérationnel. Ce budget, ça permet de mettre la mise en œuvre de la politique pharmaceutique du ministère de la Santé en matière de médicaments. La mise en œuvre de l'ensemble des objectifs stratégiques de ce plan d'action opérationnel va permettre à la pharmacie centrale de Guinée d'être à la hauteur de toutes les attentes de disponibilité des produits de santé à travers tout le pays. Et puis une journée entièrement basée sur la réflexion et le partage autour du bien-être physique et mental s'est tenue récemment à Conakry. L'objectif de cette séance est de sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques nutritionnelles afin de préserver leur santé. Idrissa Sissé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 70% de décès mondiaux sont de nos jours attribués à des maladies non transmissibles. Les experts en nutrition insistent sur le fait qu'une alimentation saine, riche en aliments peu transformés et nutritifs, peut réduire significativement ces risques. Lors de ce face-à-face oratoire, plusieurs thématiques liées à l'équilibre nutritionnel, à la prévention des troubles ainsi qu'à l'adoption de meilleures attitudes au quotidien étaient à l'ordre du jour. Il a été simplement question d'apprendre les bases de l'alimentation, les bases du savoir-vivre, savoir qu'est-ce qu'il faut manger, comment manger, combien manger, quand est-ce que manger. Et une fois qu'on sait comment faire, comment vivre au naturel, on saura redonner à ce corps son fonctionnement originel pour lui permettre de nous accompagner tout le long de notre vie. Moi, je me demande maintenant à mon âge là, est-ce que je peux me mettre à cette école? Ce n'est pas possible, mais c'est des principes. Je crois que c'est des principes, même si on ne les réalise pas à 100%,
Mais quand on essaye de suivre les informations données, je crois qu'on contribue à améliorer notre santé. Les participants se disent désormais outillés sur les conduites à tenir pour avoir un équilibre alimentaire. Ils nous ont beaucoup appris qu'on doit bien manger au naturel, éviter les aliments chimiques et nous devons manger naturellement. Et c'est ce qui fait que nos parents vieillissaient. Ça m'a permis de comprendre comment manger, quand manger et aussi comment entretenir mon corps pour vivre en bonne santé et plus longtemps aussi. Pokula Banamou, coach en développement personnel, envisage la poursuite de cette sensibilisation à travers tout le pays. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la société civile guinéenne se mobilise à la Maison des associations et ONG de Guinée-MAG. Une rencontre stratégique est organisée. Objectif, renforcer la participation civique, veiller au bon déroulement du scrutin et préparer les citoyens à un processus électoral transparent et apaisé. Sona Sagnon. C'est dans une ambiance marquée par l'engagement citoyen que la structure Les 3P a organisé cette cérémonie d'une grande solennité avec la famille du feu camarade président Ahmed Sékou Touré. À la Villa des Cases de Bellevue, la rencontre est placée sous le thème « La jeunesse d'aujourd'hui face à l'héritage de la jeunesse de 1958, perspectives et responsabilités ». Il était question de rencontre, rappeler la portée historique des luttes d'hier pour éclairer les défis d'aujourd'hui. La jeunesse de 1958, c'est une belle jeunesse qui nous inspire. En 1958, c'est donc qu'ils nous ont donné l'indépendance. Ils étaient entre une tranche d'âge de 30 à 40 ans. Ce sont cette belle jeunesse qui a décidé par leur courage, par leur vision de nous donner l'indépendance. Parce que nous savons tellement bien que la force d'une république, le ciment de la république, c'est sa jeunesse. Donc il va falloir qu'elle s'unisse, qu'elle se mette ensemble pour que les choses avancent. Cette rencontre, placée sous le signe du respect et de la reconnaissance, vise à témoigner de la solidarité de la structure au bienfait du premier président de la Guinée. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Et ça a choqué De Gaulle. Il était tellement choqué qu'il a dit, on a parlé d'indépendance. J'ai dit ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre en disant non à la proposition qui lui est faite. Donc c'est un gros héritage que vous avez. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Et je vous souhaite que vous réussissiez dans toutes vos entreprises, que la Guinée aille de l'avant. Cette initiative marque une étape cruciale pour la jeunesse guinéenne de s'inspirer de son histoire afin de mieux construire l'avenir dans un esprit d'ouverture et de cohésion. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la rencontre de l'ONG Les 3P avec la première dame de la République, Madame Adja André Touré. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la société civile guinéenne se mobilise à la Maison des associations et ONG de Guinée, MAOG. Une rencontre stratégique est organisée. Objectif, renforcer la participation civique, veiller au bon déroulement du scrutin et préparer les citoyens à un processus électoral transparent et apaisé. Sona Sagnon. La cérémonie s'ouvre dans une ambiance mêlée d'émotion et de patriotisme à la Maison des associations et ONG de Guinée. La société civile réunit ses acteurs pour une rencontre stratégique en prélude à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Dans quelques semaines, le peuple de Guinée sera appelé à faire un choix qui déterminera non seulement notre présent, mais surtout l'avenir de notre chère nation. Ce choix n'est pas seulement politique, il est aussi moral, social et historique. En tant qu'acteur de la société civile guinéenne, est très immense. Elle consiste à veiller, à sensibiliser, à éclairer et à inspirer. Elle consiste aussi à protéger la démocratie, à préserver la paix, à porter haut la voix
de la vérité. Objectif, promouvoir la paix, l'inclusion et le vivre ensemble au menu des échanges, des réflexions et des engagements pour renforcer la cohésion sociale et préparer des élections apaisées, transparentes et inclusives. Il n'existe pas de société civile sans l'État. C'est l'État qui fait la société civile. Il faut bâtir des institutions fortes, des institutions qui se reconnaissent à des valeurs et à des principes, mais pas à des hommes. Vous êtes les seuls qui représentent 100% du peuple de Guinée. Une initiative qui traduit la volonté de la société civile guinéenne de s'impliquer pleinement dans la préservation de la stabilité et de l'unité nationale. À Dinguiraye, une dualité positive entre spiritualité et compétences modernes imprègne toute la société depuis quelques années. Grâce à cette vision portée par un des fils de la préfecture, plusieurs enfants et leurs parents y trouvent leur compte. Là-bas, le Coran et l'informatique deviennent les meilleurs alliés. Abdul Karim Kamara. Nichée dans un merveilleux ombrage, la mosquée d'El Hadj Oumar Tall sert toujours de repère. Autour de ce sanctuaire, spiritualité et compétences modernes sont aujourd'hui harmonieusement alliées à Dinguiraye. Sous la volonté d'El Hadj Baylali, 2 centres d'apprentissage sont réalisés pour 2 valeurs fondamentales, le Coran et l'informatique. Dinguiraye a été fondé pour apprendre et faire apprendre les autres. Et partout là où je suis, j'ai mis d'abord dans ma tête que je suis à Dinguiraye. C'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que je continue à faire. Études, travail, réussite forment la devise du complexe islamique El Hadj Oumar Tall et les efforts payent. Cette année, les lauréats de la 2e et de la 23e promotion des centres informatiques et coraniques sont célébrés par les sages, parents et autorités de Dinguiraye. En créant ce complexe qui réunit la mémorisation du Saint-Coran et l'initiation à l'informatique de base, il a posé un acte de foi et de sagesse. Il a compris que nos enfants peuvent et doivent puiser dans nos racines spirituelles tout en se préparant aux défis du monde moderne. En tout, 46 lauréats obtiennent leur certificat au compte du centre de mémorisation du Coran et 34 diplômés, dont 15 filles pour l'informatique. C'était une curiosité pour moi parce que je ne savais rien en informatique, je ne savais pas c'est quoi l'ordinateur. Grâce à la formation, on a compris que l'informatique est utilisée presque dans tous les domaines modernes. Nous espérons que ce centre va grandir davantage et des apprenants viendront de partout ailleurs de la Guinée et pourquoi pas des pays voisins pour s'abreuver du savoir ancestral de la foi islamique sur laquelle est fondée la ville sainte de Dinguiraye. Par cette vision holistique de l'éducation, El Hadj Baylali entend ainsi doper le capital socio-culturel de Dinguiraye tout en rappelant que dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. À Loïla, la société minière de Mandiana offre un important lot de fournitures scolaires aux écoles des communes rurales de Koundian et de Kodjaran, 2 communes rurales impactées par l'exploitation de l'or de cette société. Notre reporter El Hadj Fodé Bangali Fofana a assisté à la distribution de ces kits scolaires. Suivez. Nous sommes à l'école primaire de Loïla, district minier relevant de la sous-préfecture de Koundian. Sourire aux lèvres, ces élèves s'apprêtent à recevoir leur dotation en fourniture scolaire. Par ce geste, la société minière de Mandiana, que la localité abrite, incite les communautés riveraines à scolariser un plus grand nombre d'enfants partagés entre l'école et l'orpaillage artisanal, considéré comme principale source de revenus des habitants. Nous avons bravé ce soleil ardent et cette chaleur pour dire merci aux donateurs. C'est un geste que nous apprécions beaucoup. C'est la 9e année consécutive que la SMM vient en appui au système éducatif à Mandiana. Cette année, 14 établissements scolaires des communes rurales de Koundian et Kodjaran, soit un effectif de 6085 élèves, sont concernés par ces opérations de distribution de kits scolaires. C'est un exercice qui nous est cher, que nous avons le plaisir d'honorer de façon à contribuer au rehaussement du niveau de l'éducation de nos jeunes frères et sœurs et élèves, et aussi de contribuer
au développement éducatif et de l'enseignement dans les 2 sous-préfectures impactées du projet TRICA. Si la société minière de Mandiana SMM a pris l'initiative, l'engagement et le courage pour accompagner ses enfants, on ne peut qu'exprimer notre joie et notre satisfaction. C'est prêter main forte à la nation, au peuple de Guinée. Selon les statistiques de la direction préfectorale de l'éducation, le taux de fréquentation scolaire a considérablement augmenté à Mandiana ces dernières années. Un exploit pour sauver la progéniture des communautés villageoises durement affectées par le phénomène d'orpaillage et ses travers sociaux. Lancement officiel du projet Tous Unis pour la paix dans la préfecture de Kisidou, un des micro-projets financés par l'Union européenne à travers CRS, Enfants du Globe et Razgi, dans le cadre du projet Socidip. Reportage Ibrahim Aoulem Fofana. Après les étapes de Cancan, Beila et Nzerekore dans le cadre du lancement des micro-projets du projet Socidib, Société civile dynamique et performante en Guinée, financée par l'Union européenne en collaboration avec le consortium CRS, Razgi et Enfants du Globe, la préfecture de Kissidougou accueille la 4e étape. Ici, le micro-projet Tous Unis pour la paix est lancé. Ce moment que nous vivons aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus. Un processus qui a débuté par la sélection et le renforcement des capacités ayant permis à plus de 100 organisations de la société civile reparties dans les 8 régions administratives de la Guinée d'améliorer leurs compétences en gouvernance, en gestion financière, en planification stratégique. Ce micro-projet de Kissidougou Tous Unis pour la paix porte sur la promotion et le renforcement des activités de cohésion sociale. Un projet implémenté par le consortium d'organisations de la société civile locale, le mouvement citoyen MCI, Association des jeunes pour la promotion de la paix et l'assainissement, AJPPA et l'ONG Save Guinée. C'est un projet qui marque une étape importante dans nos efforts communs pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble harmonieux dans notre belle préfecture qui est Kissidougou. Si nous avons 3 ONG qui se sont donné la main pour dire que leur mission dans la préfecture de Kissidougou, principalement au niveau de la commune urbaine et à Sangardo, où on a souvent enregistré des soucis, nous ne ferons que les accompagner. Ce lancement a également permis à l'équipe de coordination du projet d'échanger directement avec les organisations de la société civile afin de clarifier les objectifs, renforcer leurs capacités en matière de mobilisation sociale et améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités. Les acteurs du monde rural de la région de Mamon prônent la relance de la production pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en Guinée. L'annonce a été faite à Mamon à la faveur de la tenue récemment de l'Assemblée générale consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Mamon. Des précisions dans ce reportage de Mamadou Patebalde. La bataille pour l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, les acteurs du monde rural en font une priorité pour l'exercice 2026. Bien qu'en 2025, les activités de la production et de la commercialisation étaient au ralenti, faute d'accompagnement, les producteurs s'engagent pour l'année à venir à accroître le rendement afin d'augmenter les revenus. Cette session aujourd'hui se veut un cadre d'échange, de réflexion et de planification. Elle doit permettre d'identifier l'ensemble des actions prioritaires à mener au profit du monde rural dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie et de la pêche, en lien avec les défis spécifiques de notre région. La production locale est submergée par des importations de carcasses, des poulets qui inondent le marché. On n'arrive pas à produire. Donc non seulement nous attendons de l'État vraiment de nous aider à freiner cette importation qui freine la production locale. En plus des difficultés rencontrées, le changement climatique a eu des influences considérables sur la production et d'autres comme la hausse des prix des intrants agricoles et le manque de chambres froides ainsi que des magasins de stockage des produits ont également impacté négativement les différents secteurs. S'ils parviennent à bien gérer ou à bien nous orienter les activités ici, certainement dans les années à venir ou les mois à venir, vous verrez que l'agriculture a pris un autre élan
chose qui va contribuer efficacement à l'autosuffisance alimentaire dans notre région et même dans notre pays. Dans le but d'atteindre les objectifs visés, les acteurs du monde rural de la région Tomamo attendent du gouvernement, à travers les ministères de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, un accompagnement pour la relance des activités, conformément à leur ambition. Focus sur une soirée de gala de la Fondation Diaka Kamara, placée sous le signe d'engagement et de la solidarité, un dîner caritatif pour soutenir l'éducation des jeunes et venir en aide aux personnes vulnérables. Reportage Marwan Kamara, Fodé Kamara. Dans cet espace aménagé, des convives se pressent autour des tables soigneusement dressées. Plus qu'un dîner gala, un moment de partage et d'engagement. L'ambition est simple, récolter des fonds pour financer des programmes éducatifs destinés aux jeunes filles en difficulté. Ce soir, nous espérons lever les fonds nécessaires pour scolariser nos 100 filles, construire les 13 bibliothèques restantes et mettre en place un fonds d'urgence pour les survivants des violences basées sur le genre. Mais au-delà des ressources financières, ce gala est un acte d'amour, de responsabilité et d'unité. En contribuant ce soir, vous offrez à des jeunes filles des opportunités qui peuvent transformer une vie, une famille, une communauté, un pays tout entier. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on a par rebondissement, comme l'a dit l'autre. Même sans le posséder pleinement, on peut pourtant l'offrir à autrui. Organisée par les membres de la Fondation Diaka Kamara, cette levée de fonds a permis de réunir des acteurs du monde de l'entreprise, des mécènes et des invités venus des 4 coins du monde. Nous sommes réunis ici autour d'une cause qui touche le cœur même de l'humanité. Une cause qui nous invite à tendre la main, à éclairer des chemins et à réveiller des destins parfois endormis. Ce gala pour moi n'est pas un simple événement, mais c'est une ambition qui rejoint directement celle du gouvernement. Simandou 2040, vision portée par son Excellence Mamadi Doumbouya, la Fondation Diaka Kamara s'inscrit pleinement dans cette trajectoire en choisissant d'investir dans 3 priorités très concrètes. Cette soirée qui lie générosité et convivialité montre que la solidarité peut prendre différentes formes. Ce soir, l'éducation et le soutien aux plus fragiles étaient à l'honneur et chacun repart avec l'impression d'avoir contribué à offrir aux jeunes filles vulnérables un avenir meilleur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kisidou comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.